J'arrive. Bonjour. Bonjour Marjorie. Enchantée, oui. Entrez. Merci. Merci d'être venue. Avec plaisir. Jusqu'à Paris. Oui, exactement. Parce que déjà, dans votre métier, on voyage beaucoup. Vous êtes toujours un peu par Mons et par Vaux, non ? Plutôt nomade, oui, exactement. Ouais. Là, vous habitez à Nice, vous travaillez à Reims. C'est ça. Je vous en prie, entrez. Je vous fais un petit café ? Avec plaisir. Bienvenue dans Booster, un podcast inédit qui donne la parole à des femmes qui ont choisi d'être totalement libres pour mieux transmettre leur expertise et donner du sens à leurs convictions. Je suis Marjorie Murphy et je vous emmène à la rencontre de ces pépites qui ont accepté de se livrer sans filtre. Aujourd'hui, je reçois dans mon appartement parisien Stéphanie Jalabert. À 49 ans, cette aventurière de l'industrie a choisi une toute nouvelle voie. Bon voilà, le café, le thé, tout est prêt. On va pouvoir, Stéphanie Jalabert, parler de vous, en fait, tout simplement. Parce que vous êtes vraiment une femme passionnée. Ça se voit même physiquement, je dirais, que vous avez quelque chose de très ouvert et de fort. Et vous avez consacré 20 ans de votre vie professionnelle à l'industrie pétrolière, en occupant des postes à forte responsabilité, notamment dédiés à la finance. Et alors que vous travaillez sur un projet hautement stratégique pour le développement de l'entreprise dans laquelle vous évoluez, eh bien, votre corps, carrément, dit stop. Et vous décidez d'emprunter un autre chemin. On peut le dire, vous êtes vraiment une femme d'exception qui a ce besoin inconditionnel d'apprendre, cette nécessité absolue presque de transmettre pour être pleinement épanouie. Alors Stéphanie, si on peut partir, on va dire, du départ de la vie qui a changé, d'un nouveau monde pour vous, c'est-à-dire peut-être après ces fameux 20 ans de travail dans cette industrie pétrolière. Est-ce que vous pouvez nous remettre en place, en fait, dans quel état d'esprit vous étiez ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une bascule à un moment donné ? Comme vous l'expliquiez, je suis quelqu'un qui est très passionné par ce qu'elle fait et qui, à un moment donné, je pense, est dépassé par ce projet stratégique pour lequel je travaille et où je me rends compte qu'on est en train d'aller droit dans le mur avec pourtant la meilleure équipe. Et là, quand mon corps me lâche, je me dis, pour une fois, il faut que je pense à moi, parce que ça sera important. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous étiez tellement impliqué, tellement dans ce que vous étiez en train de vivre. Est-ce que vous pouvez nous remettre un peu dans l'ambiance de cette époque ? On est dans les années 2010-2011. On est sur un projet stratégique en Norvège qui ne délivre pas, sur lequel la compagnie perd énormément d'argent et avec une équipe qui, pour moi, est la meilleure équipe. Et vous faisiez quoi ? C'était quoi votre poste ? Je suis en direction financière sur la BU qui gère ce projet. Et je suis tous les jours en direct le matin à 8h avec la Norvège, avec la chef de projet, avec le directeur des opérations groupe, avec tout le board de la société. Et nous prenons action d'une situation qui est difficile, avec des complications offshore, dans un monde qui est très difficile dans le nord des plateformes pétrolières. Vous avez des environnements qui sont très complexes au niveau météorologique, au niveau technique, au niveau des personnels que vous mettez à bord. Donc, on est dans une situation très, très, très complexe. Et quand vous dites passionné, c'est là où la situation, pour moi, me parle, parce que quand je discute avec mes collègues pour leur dire « Écoutez, je vais arrêter là », il n'y a plus du tout d'émotion, en fait, dans ce que je dis. Et en fait, c'est ça qui leur fait peur. Ils me disent « C'est la première fois où, quand tu as dit quelque chose, on a eu peur, en fait, parce qu'il n'y avait plus rien. » Je pense que c'est votre corps qui vous parle en disant « Moi, j'en peux plus ». Bon, après, c'est pas négatif pour moi, ce qui se passe là, dans ce moment-là. Au contraire, c'est
je dirais, Non, c'est une prendre bienveillance, conscience. prendre conscience et une bienveillance pour soi, de se dire, pour que je puisse être au mieux pour mon entreprise, il faut que je sois bien pour moi, et là, je ne suis plus capable. Donc là, je prends la décision de prendre du recul et d'aller marcher 3 mois. Toute seule? Toute seule. Où ça? En Asie. D'accord. Je prends un billet d'avion et je pars. Je commence par 2 semaines en Birmanie. J'avais un ami qui avait une maison là-bas qui me dit écoute, pose-toi et puis réfléchis. Et je lui dis non, je ne veux pas réfléchir, je veux marcher en fait. Je veux me vider, je veux faire autre chose. Et comme je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'activité, je me dis je ne pars pas juste marcher. Donc je prends mon appareil photo et je me dis voilà, ça me fera quelque chose pour moi, où je remets un peu aussi la créativité au centre de ma vie, parce qu'en finance, on est beaucoup dans les chiffres, on est beaucoup dans le rationnel, on est beaucoup dans il faut absolument que tout ça, ça sorte en temps et en heure et avec le bon résultat pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Hein. Donc je pense que je redonne un peu la place à mon autre partie de cerveau pour justement vider un peu toute cette, je ne sais pas si on dit frustration, mais un peu... Trop plein. Trop plein, oui. Trop plein, et puis ce moment de dire, je peux plus. Donc là, je marche et je profite, parce qu'en plus, je trouve que ce qu'il y a d'intéressant dans ce moment-là, c'est que vous avez quand même une barrière de la langue, et avec un appareil photo, finalement, ce que vous captez dans l'échange, c'est le regard, le sourire, et vous revenez au basique. Et ce qui est génial, c'est que justement, cette barrière de la langue ne vous impose pas de parler. Vous pouvez juste profiter, dans un sourire, finalement, recevoir quelque chose des autres, sans avoir à expliquer, à justifier pourquoi vous êtes là. Et ça a été un des moments vraiment qui m'a ressourcée, qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Vous avez réussi à vider la tête et à pas penser à ça, ou au contraire aussi quand même vous vous disiez ça me permet aussi de réfléchir à ce qui va se passer après? Non. J'ai jamais eu l'idée de réfléchir à ce qui allait se passer après. J'ai jamais eu peur de me dire comment sera demain ou où est-ce que je dois être demain. Donc c'était plutôt de profiter de l'instant et de marcher vers moi. J'allais marcher vers moi en fait. Et ce qu'il y avait de fabuleux, c'était justement cette liberté que j'avais toujours eu dans le travail, de dire ce que je pensais, de pouvoir proposer des choses, etc., que je retrouvais à nouveau, puisque j'avais plus cette contrainte d'un projet qui était très très difficile, et je pouvais m'arrêter et dire, tiens, aujourd'hui, je vais me poser, je vais regarder ce paysage, et si ça me prend la journée, c'est pas grave, parce que j'ai pas rendez-vous, j'ai pas un meeting, j'ai pas un truc à faire, j'ai pas une solution à trouver à un problème. Donc ça, c'était vraiment une liberté fabuleuse. Ce qui est intéressant, c'est dans ce projet difficile, dans cette entreprise qui avait l'air d'être très forte, mais en même temps où il y avait ce problème-là sur ce projet particulier, c'est qu'on vous a laissé cette liberté de partir. J'ai toujours eu beaucoup de chance, je pense. J'avais une direction qui était fabuleuse, en tout cas, parce que cette direction m'a aussi, en me voyant rentrer, dit il faut que tu changes, il faut que tu fasses autre chose. Et justement, de me pousser à aller vers ce projet de transformation de l'entreprise. J'ai trouvé ça, je dirais, avec le recul, moi, je n'ai pas posé des mots comme burn-out, des choses comme ça. Je ne pense pas que c'était le cas d'ailleurs, mais je trouve que le CIO que j'avais est un homme fabuleux. Il a pris aussi la mesure de ce qui s'était probablement passé pour moi en voyant que c'était vraiment la limite. Et il m'a dit en revenant, il faudrait que tu fasses le projet de transformation. Tu es tout à fait légitime parce que tu connais ta boîte depuis 20 ans, tu travailles avec tout le monde, tu as été partout dans le monde. C'est quoi ce projet de transformation? Qu'est-ce qu'il vous a proposé exactement? Il m'a proposé, quand on arrive à taper dans le mur avec un projet tel qu'on a fait là, parce qu'on a quand même tapé dans le mur, vous avez une obligation de vous reposer les questions sur ce qu'on faisait bien, il faudra le continuer, mais ce qu'on faisait pas bien, il va falloir le changer, parce qu'on ne peut pas taper 2 fois le mur. Enfin, en tout cas, moi, je me dis toujours une erreur par jour, mais si possible, pas la même. Comme ça veut dire qu'on apprend. Donc, je pense qu'il a complètement pris la mesure de... Enfin, et c'était son rôle aussi, de regarder l'enjeu pour l'entreprise. Et il a proposé un turnaround complet de la société, la revue de tous les process fondamentaux du business, du commerce, des projets, des organisations, et tout ça au niveau monde. Donc il m'a dit, ça serait bien que tu prennes le projet de transformation monde. Le truc incroyable, il me dit, tu choisis ton équipe. J'allais dire, c'est presque le moment rêvé d'un manager où vous dites, ah bon, mais je peux avoir l'équipe, le A-team, etc.
Et effectivement, ils ont tenu leurs engagements. J'ai suggéré des personnes. Tous les dirigeants dans l'entreprise ont sponsorisé, ont mis les personnes en place. Donc, franchement, ça a été une prise de conscience, je dirais, de l'entreprise en général, avec un professionnalisme des personnes qui ont dit oui, il faut qu'on fasse quelque chose. Et pour moi, c'était presque, et pareil, je le pose aujourd'hui avec ces mots-là, mais réparateur. Est-ce qu'avec le recul aujourd'hui, vous dites, puisqu'on va évidemment parler de ce que vous faites maintenant, mais est-ce que c'était déjà un prémisse de ce que vous alliez découvrir avec le management de transition ? Alors, effectivement, dans votre introduction, vous parlez de l'idée de la transmission. Moi, il y a un rôle que j'ai beaucoup aimé dans l'entreprise, c'était le management. Très tôt, j'ai levé la main, j'ai dit je suis prête à prendre des responsabilités, à leader une équipe, à travailler avec les gens. J'aimais ça, l'idée d'être ensemble, d'aller sur quelque chose, de voir les résultats, les succès, de pouvoir se dire allez, on franchit les étapes ensemble. Donc, quand j'ai pris ce projet, il y avait cette idée effectivement aussi d'apprendre, de transmettre, de comprendre et d'aller vers quelque chose comme ça. C'est vrai que quand j'ai fait le choix à la fin du projet, finalement, de dire à ma direction, j'ai besoin d'autre chose maintenant, et ça, en tout cas, la transformation, tout le modèle de repenser, parce qu'en plus, c'est compliqué. Moi, j'avais appelé ce projet Odyssée. Bon, oui, tellement. C'est un voyage qu'on doit faire pour se transformer, et effectivement, il ne faut pas se mentir. On part d'une situation qu'on connaît, qui a des choses très bien et des choses dysfonctionnantes. Le chemin pour y aller, il va y avoir une dégradation au départ. On va en souffrir un peu du voyage. Mais à la fin, effectivement, c'est for good. Donc, je pense que j'ai été vraiment intéressée par la construction, en fait. Reprendre quelque chose qui dysfonctionne et le remettre en marche, mais pas moi. Grâce aux gens, grâce à ce qu'ils me donnent, grâce à ce qu'ils échangent, en les questionnant, en les faisant vraiment se positionner sur ok, et pourquoi, jusqu'à ce qu'on puisse dire ah bah oui, tiens, cette question-là, on ne se l'était pas posée. Ça a été un peu un choc, parce que même eux m'ont dit mais pourquoi tu continues pas ? Et j'ai dit mais c'est finalement quelque chose sur lequel j'ai l'impression que ma prochaine vie, en tout cas, ça sera mon épanouissement. D'abord, pour l'épanouissement, vous avez décidé d'aller vers l'enseignement. Alors, quand vous partez après 20 ans j'ai eu une carrière fabuleuse avec des opportunités incroyables de par le monde, c'est comme quand vous partez marcher. Il faut que je remplisse l'espace qui est quand même vide d'un coup. Du jour au lendemain, vous sortez et bon, ok, la première semaine, vous allez lire 3 bouquins et puis après, vous allez dire ok, j'ai été un peu cool, mais qu'est-ce que je fais ? Donc, j'ai décidé de me lancer sur une thèse en me disant j'ai besoin de nouveau d'être dans apprendre, me remettre en question, me challenger. Et puis, y a toujours ce désir et ce besoin d'être en contact avec les autres. Et une thèse, c'est quelque chose où vous êtes très seul, très, très en introspection finalement. Donc, le moyen de reconnecter pour moi avec l'interaction avec les autres, l'enseignement, ça a été une opportunité qui m'a été donnée par des personnes que je connaissais de ma vie d'avant et qui enseignaient à Monaco. À l'université à Monaco, à l'université, ouais. À l'EDEC pour d'autres, et puis au Schema. Donc je suis rentrée dans le processus et j'y ai trouvé beaucoup de similarités avec le management. Notamment dans effectivement la pédagogie pour rendre les gens autonomes, et puis dans cette idée qu'on peut, par les idées et par le fait qu'on interagit ensemble, trouver des points, des solutions, des moyens d'avancer. Et pourtant, Valtus vient dans votre vie, oui. Et en quelques mois, mais on vous attend, c'est ça qui est intéressant aussi, vous allez nous le raconter, en quelques mois, vous fait revenir plutôt dans le monde de l'entreprise que dans le monde de l'enseignement. Après, je dirais, ce sont les belles choses de la vie, ce sont les belles rencontres. Et moi, ce que j'ai aimé chez Valtus, c'est une belle rencontre, c'est Aurélie, par exemple, avec qui ça a tout de suite matché. On a parlé rapidement de mon parcours. Alors, j'avais moi-même posé mon CV sur leur site, mais un petit peu à la... Tiens, pourquoi pas ? Mais je ne me trouvais pas légitime.
Là, dans l'exercice, j'étais à quelques mois de finir ma thèse. On m'avait proposé déjà, une fois qu'elle serait finie, de pouvoir enseigner définitivement comme professeur. Et effectivement, il y avait un petit peu ce côté aussi, remettre les mains dedans. J'aime l'opérationnel, j'aime mettre les mains dans le cambouis et d'être au contact. Donc c'est ça qui m'a un peu motivée aussi en posant mon CV chez Valtus, de me dire, tiens, finalement, dans ce que je réfléchis, dans ce que je pense, dans ce que je vois dans la littérature, est-ce que je peux aller, grâce à des sociétés comme ça, un peu toucher la mécanique et voir si les solutions que j'ai envisagées peuvent s'appliquer dans l'entreprise. Donc c'est plutôt sur ce point-là que j'ai été poser mon CV. Et en fait, le premier contact a été génial. On a eu tout de suite on s'est bien entendu, on s'est compris, on avait un référentiel commun, j'ai l'impression. Et effectivement, 2 semaines après, je commençais les entretiens. Bon, pour moi, c'était vraiment nouveau. Donc, c'était quelque chose où j'étais pas forcément... je me vois pas comme une consultante, en fait. Je viens de l'entreprise, moi. C'est-à-dire que quand on a quelque chose qu'on a à délivrer, quand je regarde le plan, je vois la transpiration que ça va nous donner, quoi. Bah oui. Donc, effectivement, quand on vient d'un cabinet, les personnes qui nous font l'entretien ont tendance à nous voir justement comme des penseurs et pas forcément comme des gens qui sont capables de mettre dans l'action. Dans l'action, forcément. Je pense qu'avec le management de transition, il y a déjà beaucoup plus l'idée que vous êtes des opérationnels et vous savez ce que vous aurez à faire. Et vous êtes d'ailleurs, souvent, on attend de vous que vous soyez plug and play sur une situation. Alors, la question de ce podcast, que je vais poser à tout le monde, c'est votre définition d'un manager de transition. Alors, pour moi, un manager de transition, il a quelques qualités nécessaires d'accompagnant. Vous êtes vraiment quelqu'un qui va respectueusement écouter l'histoire, parce que l'histoire est importante de l'entreprise. Si on est dans un moment de transformation, il faut comprendre ce qui s'est passé et ce qui a amené là. Et chaque personne qui va vous en raconter un bout de cette histoire aura un filtre, mais dans tous les cas, vous amènera sur quelque chose qui pourra vous donner l'idée du fil conducteur. Et accompagner, donc. Accompagner et pas faire à la place, parce que c'est le meilleur moyen pour que ça ne tienne pas, d'ailleurs. Pour moi, une transformation, vous l'aurez réussi si quand vous partez, ça fonctionne et les gens, justement, ont oublié que vous êtes venu et surtout sont conscients que c'est eux qui ont fait cette transformation et pas vous. Et effectivement, beaucoup d'écoute. Et je dirais la juste empathie, c'est-à-dire savoir de façon équilibrée quand il faut effectivement être dans la compréhension du pourquoi il va falloir prendre le temps, parce que des gens sont effectivement anxieux, c'est un gros changement généralement, une transformation. Et quand est-ce qu'il va falloir un peu les bousculer, parce que la peur parfois nous limite. Et fait qu'on n'arrive plus à avancer. Et là, il faut gentiment mais sûrement se mettre derrière eux et leur dire « t'inquiète pas ». Puis pouf, légèrement donner une petite poussette pour que finalement on avance. Et donc là, quand vous rencontrez Valtus et Aurélie, et puis tout de suite, rapidement, 2 dirigeants, eh bien, il y en a un, très vite aussi, qui vous dit que vous êtes retenu pour l'une des missions. Sauf que Aurélie me dit « écoute, j'ai la mission impossible, géniale pour toi ». Je lui dis « ah, super ». Ah, parce que quand on vous dit impossible, vous, en fait, c'est super, d'accord. Bon, non, mais... Moi, j'adore. Plus c'est compliqué, plus je trouve qu'il y a un challenge intéressant et quelque chose à faire ensemble. Alors, Aurélie vous dit... On y va. Suspense. On fait l'entretien. Pareil, une belle rencontre. On fit très bien avec le dirigeant qui nous entretient. Il nous explique un peu la situation. Et il me questionne sur les sujets importants de son projet. Il me dit, écoutez, c'est bon. Et puis j'ai commencé depuis janvier l'année dernière à les accompagner. Et depuis, j'en suis à la 3e mission avec eux. Je ne vous ai pas demandé depuis le début, vous avez quel âge ? Si vous pouvez. À l'intérieur ou à l'extérieur ? Oui, on est toutes comme ça, c'est bizarre. Hein. Moi, depuis 40 ans, je compte 39, 38, 37. Donc là, je vais avoir 49 ans dans une semaine. Eh ben, bon anniversaire d'ici là. Donc, quand même, pas mal jeune. Non, parce que
bizarrement, on voit ce métier pour des gens plus âgés, pas forcément des femmes. Vous, comment vous le voyez avant ce métier et faire la comparaison avec comment vous le voyez maintenant? Parce que finalement, ça fait quoi, 1 an que vous le faites? Oui. Moi, j'ai quand même eu cette impression qu'on reconnaît les gens à leurs cheveux blancs, même quand j'étais dans l'entreprise. Et qu'effectivement, pour, alors je ne vais pas dire conseiller, ou en tout cas être celui qui va aider, j'avais cette impression qu'il fallait que vous ayez de la bouteille. Un sage, un sachant, etc. Bon, après, j'ai quand même un certain âge aujourd'hui, une certaine expérience, mais j'avoue que j'ai repensé complètement le modèle en me disant non, finalement, là encore une fois, pour moi, c'est un peu socratique quand on travaille en transformation, c'est-à-dire qu'on va accoucher une organisation à penser son modèle, à peut-être casser quelques croyances limitantes pour aller à l'étape suivante, mais on ne va pas non plus faire le Big Bang. Donc, si vous avez ça de façon intrinsèque qui vous a toujours suivi, ça n'est pas un matin à 60 ans parce que vous avez les cheveux blancs. Aujourd'hui, donc presque 1 an après, plus d'un an après les débuts, est-ce que donc vous voyez ce métier comme vous l'imaginiez? Moi, je m'épanouis totalement dans ce métier. Je suis exactement là où je voulais être. C'est-à-dire, en plus, c'est encore mieux parce que j'aime la liberté, je l'ai toujours aimée, j'ai toujours choisi exactement ma vie. Et encore plus dans ce métier-là, vous n'avez même plus la référence associée à la politique de l'entreprise. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas d'agenda. Je viens, je vous accompagne sur cette transformation. Je vais identifier des choses avec vous, avec votre direction. Je vais respectueusement essayer de comprendre à quel moment on peut poser les choses de façon plus un petit push, ou je vais attendre un petit peu parce qu'effectivement, là, on n'est pas prêt. Mais au moment où je vais les poser, parfois, effectivement, quand on fait un petit push, ça peut un peu secouer des croyances, des personnes, etc. Mais dans l'idée, c'est vous qui décidez. Moi, je vous le dis, parce que il me semble l'identifier dans ce que je vois et en posant plusieurs choses dans le puzzle. Ça veut dire qu'il faut quand même être ultra diplomate, non? J'allais dire, plus que de la diplomatie, du respect des temps nécessaires à une transformation. Il faut contextualiser à chaque fois. Il y a une entreprise qui se transforme en même temps qu'elle doit continuer son business as usual. Si on transformait les entreprises par l'intelligence, mais les entreprises n'auraient pas besoin de nous. Les gens sont intelligents dans l'entreprise. Ils ont bien conscience parfois de ce qu'il faudrait faire ou pas faire. Ce qui parfois va être des points bloquants, je pense, c'est effectivement, il n'y a pas les bons moments ou il n'y a pas les bons supports politiques ou sponsors. Et c'est pas du tout un arrache-cœur quand vous partez? Humainement, avec les personnes, oui. Mais après, je garde les contacts. Là, je suis toujours en contact avec l'équipe, par exemple, de production d'un site avec lequel j'ai travaillé. Je les ai régulièrement au téléphone, je demande comment ça va. Enfin, j'échange avec eux. Moi, c'est ce que je sens que je vais adorer aussi en faisant plusieurs missions et des choses comme ça. C'est finalement les échanges humains, quoi. On voit bien en tout cas que c'est quand même beaucoup de travail. Vous mettez beaucoup de vous-même dans ce métier. Alors, je pense que tout le monde est en train de se demander comment vous le vivez personnellement. Parce que comme quand je vous ai reçu, je disais que vous habitiez à Nice, que vous allez travailler à Reims. Là, vous êtes à Paris. Bon, vous êtes habitué, vous voyagez beaucoup. Vous avez été expatrié un peu partout dans le monde. Donc ça, on voit l'ouverture d'esprit par rapport à ça. Mais comment elle est la vie personnelle quand on est manager de transition ? Je pense que quand on fait un métier comme ça, on est bien dans ses baskets. On sait très bien les moments... on sait très bien aller à l'essentiel parce que vous êtes habitué à être dans un train, vous allez utiliser ce temps au maximum. Vous êtes dans un café... quand on pouvait encore, vous allez utiliser ce temps au maximum. Pardon, de quoi vous parlez? Un café? Vous savez, une table dehors où on s'assoit, les petits oiseaux chantent et s'il vous plaît, monsieur, un deuxième café. Les bons moments de la vie. Donc, je pense que ce qu'on a réussi à trouver avec mon ami dans notre vie perso, c'est vraiment quelque chose qui nous apporte l'équilibre de nous dire, voilà, quand on est ensemble, on profite de ces moments. Et puis après,
On a une chance inouïe. On vit aujourd'hui dans un monde où vous faites un FaceTime, vous pouvez dîner ensemble. On n'a juste pas l'odeur du plat, mais en tout cas, on a les sensations. Mais je pense effectivement qu'il faut être bien dans ses baskets parce que effectivement, vous êtes souvent loin. Bon, en tant que femme manager de transition, c'est un métier, je suppose, que vous conseillez, évidemment, mais dans cette société qui ne laisse pas toujours une place au féminin, on va dire, est-ce qu'on arrive à s'imposer ? Alors, moi, j'ai travaillé dans le monde du pétrole, sur des chantiers navals. D'accord. Okay. Alors, comment vous dire ? J'ai vécu avec des hommes en boiler suit et que j'ai adoré. Je ne me suis jamais, moi, identifiée comme une femme, mais comme une collègue. Je n'ai jamais considéré que ça devait être un avantage ou un inconvénient. Après, oui, vous pouvez avoir des remarques sur des choses, mais encore une fois, si dans votre tête, vous êtes clair avec qui vous êtes... C'est vraiment... Enfin, j'ai eu quelques remarques là ces derniers temps et je me suis dit, mais je ne vais pas me justifier de qui je suis parce que moi, je sais où je vais. Pour terminer, est-ce que pour être manager de transition, il faut forcément avoir quelques années d'expérience dans une société ? Moi, je reviens sur ce que je vous ai dit. Je pense que ce qui fait... Après, il faudrait poser la question à nos clients, hein, mais je pense que... On va le faire, puisqu'on a un podcast avec vous, avec les clients. Parce que je pense que ce qui fait qu'on nous respecte, ou en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille, c'est que les études qui sont faites sur les transformations, c'est de la 2D. Vous voyez, c'est sur l'ordinateur, c'est 2 dimensions. On oublie toujours un 3e, c'est l'humain. Et moi, quand j'arrive, les premières questions que je pose, c'est la maturité de l'entreprise, de la culture, de plein de choses. Et là-dedans, pour moi, on est dans une situation où, si vous l'avez transpiré vous-même, une transformation, vous savez exactement, quand vous voyez le document, ce qui va vraiment être difficile à sortir, de ce qui va être plus simple à sortir. Et vous allez réfléchir, au fur et à mesure que les gens vont vous raconter l'histoire, à quel moment vous devez pousser ou vous ne devez pas pousser, parce qu'on a nos propres cicatrices de nos passages. Et moi, ce que je respecte beaucoup dans cet exercice-là, c'est justement, je sais l'effort que ça va demander de faire les choses. Donc, je respecte ça et je ne vais pas seulement leur en parler et les accompagner dessus, je vais effectivement les challenger en disant, regarde, là, on va prendre beaucoup d'énergie à ça. Si on regardait plutôt ça comme ça, peut-être que ça serait moins dur pour nous tous. Et je pense que c'est ce qu'ils respectent dans le management de transition. Donc, je ne dirais pas qu'il faut absolument avoir fait de l'entreprise, mais moi, j'ai travaillé beaucoup avec des consultants et il y a une tendance de plus en plus dans les entreprises à rejeter la consultance pure parce qu'effectivement, il y a, et ce n'est pas leur faute en fait, hein, mais c'est le manque de penser les choses. Encore une fois, si on devait diriger des boîtes par l'intelligence, on n'aurait pas besoin de consultants. Les gens, ils ne sont pas bêtes dans les entreprises. Ils savent très bien des fois qu'ils arrivent au bout. Ce qui nous manque parfois, c'est comme je disais tout à l'heure, on va vite et on n'a jamais le temps finalement de reculer. Mais alors, de temps en temps, on dit tiens, on va faire venir quelqu'un qui va reculer pour nous faire valider le truc. Mais c'est plus l'idée que il faudra savoir où est-ce qu'on va choisir nos combats et mettre notre énergie. Et quand on fait des transformations et on a 50 sujets dedans, on ne peut pas les faire tous à la même énergie. On va cramer les gens. Donc c'est plus l'idée pour moi, pour être un bon manager de transition, il faut aussi avoir quelque part... tu ne peux pas parler du jogging si tu n'as pas fait un jogging, quoi. À un moment donné, les 10 dernières minutes, quand le gars te dit accélère, tu dis mais non, j'en peux plus, je vais mourir, je vais pas accélérer. Si, parce que c'est là que tu vas cramer le bon truc que tu voulais perdre en faisant ton jogging. Donc je suis avec toi, je comprends ce que c'est. Je l'ai vécu, ça fait mal, mais tu vas voir après, tu te sentiras bien, tu seras bien. Voilà. Et ça, je dis pas qu'il faut sauter de la Tour Eiffel pour savoir qu'on va être plat en bas, hein, mais il y a quand même des choses qu'il faut avoir vécues. Bon, avant d'aller faire le marathon, on va manger notre petit gâteau finalement. Stéphanie Jalabert, merci beaucoup. Merci à vous. Ce podcast vous a été proposé par Valtus, leader européen du management de transition. Retrouvez-le sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts et sur notre site valtus.fr.